Alors bonjour à tous, je suis Laetitia Barré, je suis accompagnée ce matin d'Alexis Monnier. Bonjour. Qui va vous présenter la solution Idylle Collectivité. Donc ce matin, la présentation va se composer de deux parties. Une présentation de la société Idylle et une seconde partie sera consacrée à une démonstration de l'outil. Donc Idylle est un éditeur de logiciels. Nous sommes une entreprise française qui existe depuis 15 ans. Nous sommes situés à Montrouge, en région parisienne, et à Toulouse. Et nous développons une solution de gestion de relations avec les tiers. Alors avec les tiers, parce que selon les cas, c'est un outil qui va être utilisé pour faire de la gestion de relations avec les citoyens, mais également de la gestion de relations avec des fois des clients privés ou des fois des adhérents d'une association. Donc le cœur de notre activité est le développement de logiciels. Ici, nous avons un échantillon de nos références collectivités. Au total, nous avons 300 organismes utilisant notre solution, tout secteur. Nous avons la mairie de Béziers pour lequel on va faire essentiellement du traitement de demandes de proximité sur tout ce qui est voirie, espace vert, avec collecte des demandes, processus de traitement au sein de chacun des services et en allant jusqu'à la réponse aux citoyens. Pour uniquement la ville, on a le Mans Métropole sur lequel on est sur un périmètre un petit peu plus large en termes de demandes, c'est-à-dire que là on va inclure toutes les problématiques d'état civil, de police, mais également la petite enfance. Et là, on est sur une particularité qui est que nous équipons à la fois la ville du Mans, mais également les 11 communes de la métropole qui sont toutes utilisatrices de la solution Idylle, en traitant les particularités dues aux multi-utilisateurs, c'est-à-dire des règles de confidentialité. Naturellement, toutes ces collectivités n'ont pas envie de partager toutes leurs informations. Elles ne sont évidemment pas toutes du même bord politique en plus. Donc on va gérer un partage pour une partie d'informations, mais également des problématiques de confidentialité. Enfin, la ville de Grenoble, pour lequel on est sur un projet totalement transversal, dans le cadre duquel nous allons intégrer 100% des demandes, quel que soit leur canal, quelle que soit leur origine, et quel que soit le processus de traitement. D'autres références ici, la région Champagne-Ardenne, Nantes Métropole et 2 conseils généraux, pour lesquels on va avoir une activité plutôt de gestion protocolaire, donc tout ce qui est gestion des événements de la collectivité, que ce soit les cérémonies officielles ou des événements type inauguration de la piscine, de l'hôtel de ville, pour lequel on va gérer la sélection des invités. Donc ça veut dire qu'il a fallu définir les invités avec une gestion des mandats, une gestion de leur activité, le ciblage, et puis derrière l'envoi des invitations, le suivi du déroulement de l'événement jusqu'au courrier ou au mail de remerciement, en passant également par une autre activité qui est la gestion des invitations reçues par la collectivité. Je suis une collectivité, je reçois des invitations des associations, d'entreprises, d'autres services publics. Il va falloir que je réponde sur la présence ou pas de la collectivité, la personne qui représentera la collectivité. Et en interne, ça veut dire des actions assez complexes, puisque naturellement, ça pose des grosses problématiques d'agenda et qui vont évoluer dans le temps. Donc, le premier adjoint va s'engager à représenter la mairie, et puis finalement, une semaine plus tard, il va indiquer qu'il ne peut plus parce qu'il est représenté par quelqu'un d'autre. Donc, on va gérer toute cette problématique de workflow, de représentation de la collectivité. Là, vous avez un échantillon de référence collectivité. Si on élargit un petit peu, ici, vous avez un échantillon de l'ensemble des références Idylle. Comme je vous le disais, l'entreprise a été créée il y a 15 ans, à une époque où la gestion de relations citoyens était encore à la veille de ses prémices. Donc l'entreprise a commencé à travailler avec le monde privé ou avec des organismes publics, mais qui ne sont pas forcément des collectivités. On retrouve néanmoins de certains points communs avec les besoins des collectivités. On parle ici de la RATP, pour lequel on gère l'ensemble des demandes de l'ensemble des usagers de la RATP, donc une problématique de service client qui va ressembler assez fortement aux problématiques qu'on connaît dans les collectivités. Concernant les collectivités, nous répondons à 2 besoins, qui sont d'une part le traitement des demandes, c'est ce qu'on a illustré à travers les exemples de Béziers, de Grenoble ou du Mans. Je veux constituer une base unique de demandes, gérer un processus de traitement et aller jusqu'à la réponse aux citoyens. Dans ce cadre-là, nous proposons également un portail citoyen accessible depuis le site internet de la collectivité qui va permettre aux citoyens, sur des rubriques comme Ma mairie ou Mon conseil général en ligne, de déposer des demandes, de suivre l'avancement des demandes et de communiquer avec la mairie. Donc ça, c'est pour la version site web. Nous avons également une version qui est disponible sur smartphone qui va permettre aux citoyens en situation de mobilité de prendre une photo éventuellement d'une anomalie rencontrée,
en un clic de se géolocaliser si la personne en effet est en face du problème, éventuellement diffuser une photo et derrière enregistrer la demande qui va après intégrer un processus de traitement classique. Donc ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin auquel nous répondons va être ce qu'on appelle la gestion du protocole. Donc c'est ce qu'on voyait à travers les conseils généraux, la ville de Nantes métropole, pour lesquels on va gérer des problématiques d'événements, d'invitation et de participation aux différentes représentations. Donc, nous allons passer à la démonstration, sachant que dans la démonstration, on va commencer sur des choses assez générales qui concernent en fait les deux besoins. Je veux avoir une base de personnes, une base d'organismes. On va commencer après sur le traitement d'une demande, donc plutôt sur une approche signalement d'une anomalie, et ensuite on finira par la gestion d'un événement. Ici, nous avons l'écran d'accueil d'un agent qui serait en charge du traitement des demandes, alors que ce soit un agent qui travaille au sein d'un guichet unique, ou quelqu'un qui est le référent d'un service et qui a des demandes qui lui arrivent. On a sur cet écran d'accueil différentes informations. Dans un premier temps, une chose importante, on va avoir un code de navigation qu'on va retrouver dans toute la solution, qui est que tout ce qui est écrit en rouge comme ça est toujours cliquable. Alors si vous déplacez la souris, on voit la petite main qui apparaît, mais sans même déplacer la souris, sur tous les écrans de la solution, on sait que tout libellé en rouge est toujours un lien pour avoir accès aux détails. En plus, si on laisse un instant la souris sur un lien, on a un système d'infobulle qui va nous donner une synthèse des informations contenues derrière le lien. Donc ici, je retrouve mes demandes en cours, les demandes qui me sont affectées, avec un statut, un niveau de priorité, et puis ici un indicateur visuel pour m'indiquer si je suis dans les temps ou si je me rapproche du temps maximum pour traiter la demande. Ici une to-do list, qui sont une liste d'actions à réaliser. Alors liste d'actions que je me suis soit créée moi-même, soit actions qui ont été automatiquement générées par la solution pour me rappeler que j'ai des actions sur lesquelles je dois intervenir. Une synthèse de mon activité. Je vois par exemple ici que j'ai au total 10 demandes affectées. Et si je clique sur le lien affecté, je vais arriver à la liste de mes 10 demandes. Enfin ici, un état graphique. Ici, la répartition des demandes en fonction du canal. On va pouvoir ici représenter tout type de représentation graphique sur toutes les données. Là, ce sont des secteurs. Ça pourrait être un histogramme, un tableau croisé, une courbe. L'idée qu'on va pouvoir avoir des éléments d'analyse graphique n'importe où dans la solution. Donc cet écran est personnalisable très simplement, directement par un utilisateur. Si je clique ici sur le petit cadenas, je vais pouvoir dire ici finalement que ce qui m'intéresse, ce n'est plus la répartition des demandes, mais je veux l'état de mon service client, ou je veux finalement une liste d'articles de base de connaissances. Donc cette modification peut être réalisée par l'utilisateur lui-même. Par défaut, on va prévoir néanmoins un écran d'accueil standard pour chaque service et pour chaque niveau hiérarchique. L'écran d'accueil ne sera pas le même pour un responsable de service qui doit piloter son service de relations citoyens ou pour quelqu'un qui est en charge du traitement opérationnel des demandes. Donc nous allons aller voir la fiche d'une personne. Ici, je vois que j'ai une action à réaliser qui concerne M. Fabien Bellemare. Donc je vais cliquer sur mon lien et je vais arriver ici sur la fiche d'un citoyen. En partie supérieure, nous allons retrouver des informations générales, ses coordonnées, sa date de naissance, son adresse. Et ici, je vois, grâce à ces deux rectangles bleus, que je connais M. Bellemare à deux titres. Je connais M. Bellemare en tant que citoyen, et ici je suis sur sa fiche de M. Bellemare en tant que citoyen, mais je connais également M. Bellemare en tant que président du comité de quartier. On va donc stocker dans la base des informations qui vont être différentes en fonction des relations que j'ai avec M. Bellemare en tant que président du comité de quartier ou en tant que citoyen. M. Bellemare pourrait également être un élu, pourrait être un dirigeant d'entreprise. L'idée est qu'on ne va pas avoir de doublons dans la base. On a bien un seul individu Bellemare avec un seul nom, un seul prénom, une seule date de naissance. Mais on va derrière stocker les informations que nous allons rattacher à chacune de ces fonctions. Citoyen étant considéré comme une fonction, et derrière on va pouvoir avoir N fonctions associées à ce monsieur. Quand on va vouloir faire un ciblage pour sélectionner les personnes, on ne va pas naturellement s'exprimer de la même façon et envoyer les mêmes documents à M. Bellemare en tant que président de l'association ou en tant que citoyen. Enfin ici, quelques indicateurs. J'ai ici 7 demandes en cours pour M. Bellemare,
citoyen assidu au service de la collectivité, sur un total de 9 demandes déposées. En partie inférieure de l'écran, j'arrive par défaut sur mon onglet, donc les demandes, sur lequel ici je retrouve les demandes en cours et les demandes passées. J'ai ensuite différentes autres informations. Interaction, on va avoir le détail des échanges que j'ai pu avoir avec le citoyen, l'ensemble des échanges, que ce soit des appels téléphoniques, des courriers, des emails. Si j'utilise les fonctions de gestion protocolaire, j'ai ici l'historique des événements auxquels M. Bellemare a participé. Alors l'événement peut être une enquête sur la qualité du service citoyen, l'inauguration d'un lieu public ou voilà, tout type d'événement. Enfin ici, réseau, je vais avoir l'historique des organismes auxquels M. Bellemare a été rattaché et des liens entre M. Bellemare et d'autres personnes. Ces liens pourraient être est le mari d'eux, est le fils d'eux, ou des liens plus génériques, type parrainage direct. Donc, M. Bellemare, dans notre cas, va nous appeler pour nous signaler un problème dans la chaussée. Je vais commencer par vérifier que cette demande n'est pas déjà créée, pour être sûr que M. Bellemare, malgré son assurance, n'a pas déjà envoyé un email, un SMS, ou n'a pas déjà déposé une demande sur son portail citoyen la veille. Ici, après vérification, il s'agit réellement d'une nouvelle demande. Donc nous allons cliquer ici sur « Demande plus » pour créer notre demande. Donc la solution a présélectionné en demandeur M. Bellemare, puisque je viens de sa fiche. Un numéro unique de traitement a été automatiquement affecté. Et nous allons ensuite procéder au traitement de la demande en 3 étapes. La qualification de la demande, l'identification du demandeur, et nous allons essayer d'ailleurs de résoudre son problème. Donc, qualification. Ici, j'ai un arbre qui va me permettre de définir ma demande. Ici, il s'agit d'un problème de voirie qui concerne la circulation et spécialement la chaussée endommagée. Ici, au passage, je vois que cet arbre n'a pas la même profondeur en fonction des types de demandes. C'est un niveau de qualification qui va pouvoir être adapté à chacune des caractéristiques, à chaque type de demande. Nous avons également ici des raccourcis. Si je sais que le code de ma demande est par exemple STAT, parce que c'est la demande qui revient le plus souvent, je vais pouvoir simplement saisir le code et ici l'arbre va être filtré uniquement sur les caractéristiques et sous-caractéristiques de demande concernée. Donc ici on va sélectionner chaussée endommagée. La phase d'identification ici ne va pas être nécessaire puisque M. Bellemare est déjà identifié comme demandeur. On aurait pu, grâce au moteur de recherche, rechercher un citoyen par son nom, son prénom, l'organisme auquel il est rattaché, sur l'ensemble d'informations présentes, ou créer une nouvelle fiche s'il s'agit de quelqu'un qui nous appelle pour la première fois. Là, le demandeur est déjà identifié parce qu'on est parti de sa fiche. Si, par exemple, il appelle la mairie et qu'on a un couplage téléphonie informatique, ça se pré-remplit également. Et s'il dépose ça depuis un formulaire web, également. Tout à fait. Alors, on ira encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire que le formulaire web nous permettra d'avoir une demande préqualifiée directement par le citoyen, c'est-à-dire qu'on aura une correspondance entre ce qui était saisi sur le formulaire et les caractéristiques de la demande, et la demande sera automatiquement affectée à un service en charge de valider la demande, valider qu'il s'agit bien d'une demande sérieuse, et derrière l'affecter à un service, mais on aura économisé un temps précieux. Donc on va passer maintenant sur une phase de résolution de cette demande, grâce à l'onglet de droite. Pour résoudre ma demande, je vais avoir 2 possibilités d'assistance. D'une part ici, 2 fiches qui proviennent de ma base de connaissances et qui sont des fiches qui correspondent au sujet sélectionné. Ici, les incidents sur voie publique et les incivilités dans la ville. Si je le souhaite, je vais pouvoir aller consulter le détail de mon article en cliquant ici sur incident sur VP. L'objectif ici est d'une part d'aider l'agent à répondre aux citoyens avec des informations complémentaires. L'objectif de cette fiche peut être également de diffuser de l'information aux citoyens. Et ici, on voit que cette fiche est considérée comme tout public, c'est-à-dire que la personne en charge du traitement des demandes aura ici la possibilité, en cliquant sur le petit caddie, de diffuser cette demande et de l'envoyer directement aux citoyens. Donc ici, on a le premier élément qui va m'aider dans le traitement de ma demande. La deuxième chose est ici un lien vers des demandes qui sont considérées comme similaires.
Ce ne sont pas exactement les mêmes demandes, mais des demandes qui ressemblent fortement à la demande en cours. L'idée est de s'inspirer du traitement qui a eu lieu sur des demandes très proches. En version informatique, c'est un petit peu l'équivalent de se retourner vers ses collègues et leur demander si quelqu'un a déjà rencontré un problème qui ressemblerait. Donc ici, en un clic, je vais pouvoir avoir accès aux détails de la demande et regarder ce qui s'est passé et comment ça a été traité. Donc ici, nous avons notre article de base de connaissances qui est présélectionné. Si je reviens un instant sur la qualification, je peux également ici apporter un complément d'information. Le canal de la demande ici, on a dit que M. Bellemare nous avait téléphoné. Le canal de réponse, il nous indique qu'il souhaite recevoir un email. Le niveau de priorité par défaut affecté à ce type de demande est un niveau de priorité moyenne. On pourra éventuellement le modifier si la personne nous fait part d'une criticité très importante. Et ici, je vais pouvoir indiquer le lieu où se trouve cette chaussée endommagée. Par exemple, on est au 15 rue, et ici on voit que la solution me propose directement des rues qui sont les rues de la collectivité. La solution est interfacée avec la base des voies de la collectivité, ce qui me permet d'éviter des erreurs de saisie et qui me permet derrière de faire de l'analyse géoreporting. Le quartier ici qui va être implémenté automatiquement à partir de là. Associé à ce type de demande, une procédure, anomalie voirie. Donc une procédure, c'est une série d'actions types qui correspondent au type de demande. Donc par exemple, ça va être demander au service voirie d'aller constater le problème, mais également envoyer un accusé réception au demandeur, envoyer un mail de résolution avec un objectif de délai d'1 semaine, et peut-être avertir le membre du conseil municipal en charge de ce type de souci. La procédure anomalie voirie va être lancée directement sans aucune action de l'utilisateur. On va voir son détail juste après. On peut également avoir des procédures manuelles pour lesquelles l'utilisateur aurait le choix entre différentes procédures et lancerait sa procédure en fonction de sa propre qualification de l'anomalie. Associée, donc ici, le délai standard va correspondre par exemple à 8 jours. On peut avoir différentes catégories de délais en fonction de la criticité de la demande. Enfin, par défaut, notre demande va être affectée à Roxane Bergerac, qui est le référent des problèmes de voirie pour la collectivité. Donc ici, j'enregistre ma demande grâce au bouton enregistrer ici en haut à droite. Donc je retrouve une synthèse. Ma demande est au statut nouvelle. Je retrouve son adresse. Ici, je peux cliquer sur la petite sphère si je veux avoir une vision géographique de cette adresse. Donc je vois ici une demande. Je vois que j'ai 4 demandes à proximité. Et si je dézoome sur ma carte, je vais pouvoir voir l'ensemble des demandes qui ont été déposées sur la ville. En partie inférieure de l'écran, une fois la demande sauvegardée, je vois ici l'historique de ce qui s'est passé sur ma fiche demande. Ici, en l'occurrence, on me rappelle que Dominique Miller, qui est moi dans la démonstration, a créé la fiche, et j'ai ici l'ensemble des informations qui ont été créées. Au fur et à mesure de la vie de la demande, je verrai l'évolution de chacune des informations, et ce mieux me permettra de suivre la vie de la demande. Elle a été affectée à un autre service, on a changé sa qualification, on a modifié le délai de traitement. Toutes ces informations vont être automatiquement enregistrées sur le mur. Ici, je vois que je dois envoyer un accusé réception aujourd'hui au citoyen. Cet accusé réception peut être envoyé soit automatiquement sans intervention de l'agent, soit peut être envoyé après une action manuelle si on souhaite le personnaliser. Et ici, j'ai un objectif de faire un retour au citoyen pour le 1er octobre. Je vois également que j'ai une intervention du service proximité qui a été planifiée, qui consiste à se rendre sur les lieux et à aller vérifier qu'il y a bien un souci à l'endroit indiqué. Ça, ce sont les actions qui composent la procédure qui a été lancée en fonction du type de demande. En l'occurrence, c'est la procédure de constat des anomalies de voirie. Donc ici, le temps va passer, le problème va être, la chaussée va être réparée, et nous allons maintenant vouloir répondre à M. Bellemare. Donc la partie droite du PV Action permet d'envoyer différents types de documents. En cliquant ici sur Interaction plus, on va lui envoyer, comme demandé, un email. Donc ici, on va préparer un email qui va être un email de réponse à sa demande. Et ici, j'arrive sur un écran totalement pré-renseigné, sur lequel je retrouve l'adresse mail de M. Bellemare.
Ici, en copie cachée, l'agent émetteur de la réponse a été positionné. C'est un choix de paramétrage. Je retrouve le contexte de cet email. C'est un email qui est envoyé pour la demande 106. Et ici, je vais pouvoir modifier éventuellement cette demande en indiquant que son statut, qui est actuellement nouvelle, devra passer au statut fermé en même temps que l'email sera envoyé. Je vais retrouver ici la fiche de connaissances présélectionnée tout à l'heure. Et si je le souhaite, en cliquant sur joindre à l'email, je vais pouvoir diffuser l'article de ma base de connaissances. Donc là, ce sera un PDF qui sera joint à ton mail. Tout à fait. Enfin, rédiger le message. J'ai la possibilité soit de rédiger un message libre, soit ici de rechercher un modèle de mail. Ici, réponse à votre demande, qui est le mail standard de réponse aux citoyens. Et du coup, ici, j'arrive sur un modèle pré-renseigné sur lequel on a fusionné le nom de M. Bellemare, le nom évidemment de la collectivité. On va pouvoir ensuite avoir un texte qui est proposé par défaut, mais qui reste toujours personnalisable par la personne qui fait la saisie. Ma seule action va être ici de cliquer sur envoyer pour à la fois diffuser l'email et clôturer ma demande. D'une part, on va homogénéiser les éléments de réponse qui vont être diffusés par la collectivité. En plus, si on le souhaite, on peut faire en sorte que l'agent, en fonction de ses droits et de son profil, n'ait pas directement la possibilité d'envoyer l'email, mais puisse uniquement l'enregistrer pour le soumettre à la validation d'un ou plusieurs responsables. La solution intègre son propre moteur de workflow de validation des courriers et l'ensemble des informations émises par la collectivité, que ce soit des emails, des courriers, vont pouvoir être conditionnées à différents niveaux de validation en fonction de l'organisation propre de chaque collectivité. Si je suis responsable de service, je vais avoir accès ici à un onglet pilotage sur lequel je retrouve un ensemble d'indicateurs. Alors je vais pouvoir avoir des courbes, des listes, des tableaux croisés qui vont être disponibles sur l'ensemble des données de la base. Ces indicateurs sont très facilement créables par n'importe quel utilisateur. La difficulté technique, en gros, pour créer un indicateur est comparable à celle de créer un histogramme sous Excel. Naturellement, comme sur l'écran d'accueil, l'utilisateur va pouvoir modifier son propre tableau de bord et sélectionner les états qui l'intéressent. Ici, je veux, par exemple, avoir en plus simplement une liste de demandes qui seraient les demandes les plus critiques. Je vais pouvoir avoir dans mon état de reporting, en plus d'éléments graphiques, simplement une liste qui me donne directement accès aux détails de ces demandes critiques. Pour finir sur l'aspect gestion de relations citoyens, une fonctionnalité d'alerte en masse qui va me permettre de diffuser une alerte à l'ensemble des citoyens connus dans la base. Si je sais par exemple que suite à une anomalie signalée, l'avenue Général de Gaulle va devoir être fermée pour la journée pour effectuer la réparation, je vais pouvoir prévenir l'ensemble des citoyens présents dans la base qui se sont abonnés aux informations provenant de la mairie, leur indiquer en effet que cet axe va être fermé. L'objectif est d'une part de limiter le nombre de demandes. Il est évidemment inutile pour les services de la collectivité d'avoir 30 personnes qui appellent pour la même raison. Ça permettra également d'augmenter la satisfaction des citoyens qui pourront juger du dynamisme de la collectivité. Si en plus on arrive à les prévenir de la date de réouverture de l'axe, on va clairement rendre service aux personnes utilisatrices. Donc, je vous propose maintenant de passer sur la deuxième partie de notre périmètre fonctionnel, qui est la gestion du protocole et l'organisation d'événements. Donc, si on souhaite organiser un événement, on va devoir commencer par effectuer un ciblage, c'est-à-dire sélectionner les participants à notre événement. Juste, on change complètement de contexte. On n'est plus la personne qui travaille au guichet unique ou à l'accueil de la mairie. On est plutôt dans des services communication ou au cabinet du maire pour gérer tout ce qui est événements, que ce soit des événements auxquels on invite des personnalités de la ville ou des événements auxquels le maire, par exemple, est invité. Donc, ici, nous allons commencer par réaliser un ciblage, donc sélectionner les personnes qui vont participer à notre événement, et ici, on va créer un ciblage spécifique pour notre événement. Donc, on va donner un nom
à notre ciblage. On va lui donner un code pour pouvoir s'en resservir ultérieurement. Le moteur de ciblage est extrêmement simple. Un seul bouton va nous permettre de sélectionner l'ensemble des critères. C'est le petit plus qu'on a ici en vert. Ici, nous allons indiquer que nous souhaitons inviter des personnes. Derrière, la solution va me proposer l'ensemble des champs associés aux personnes. Et nous voulons indiquer des personnes dont la fonction. Et alors, on va utiliser l'opérateur contenu dans qui me permet de sélectionner plusieurs valeurs. Et par exemple, on va vouloir inviter toutes les personnes dont la fonction est soit conseiller municipal, soit conseiller général, conseiller régional ou président. Donc ici, j'ai défini un critère de ciblage. Je vais pouvoir comme ça sélectionner autant de critères que je le souhaite. Je peux en plus rajouter un autre critère sur, par exemple, l'adresse des personnes. Je veux des personnes dont le code postal commence par 75. Ou éventuellement, je veux en plus uniquement les organismes qui vont correspondre à telle ou telle catégorie. Donc je vais pouvoir comme ça enchaîner autant de critères que je le souhaite. Par défaut, la solution ici m'a mis un petit « et », donc c'est une intersection. Je veux les personnes qui ont à la fois une de ces fonctions et dont le code postal commence par 75. Je peux naturellement utiliser l'ensemble des critères logiques et ici dire que ce n'est plus un « et », mais c'est un « ou ». Donc je vais pouvoir réaliser l'ensemble des opérations ensemblistes possibles. Je vais maintenant vouloir tester ma cible pour vérifier qu'il y a bien des personnes qui correspondent à ces critères. Ici, en l'occurrence, je vois que j'ai 7 personnes qui correspondent à ma cible. Ça va être un événement très élitiste. Je vais souhaiter générer une population. Donc la population, c'est la liste des personnes qui va être le résultat de cette sorte de formule mathématique qui est mon ciblage. Ici, on va aller voir la liste de ces personnes. J'arrive ici sur ma population. Il me confirme que j'ai bien cette personne. J'ai la liste de ces personnes. Je vais pouvoir éventuellement supprimer des personnes de cette population ou vouloir à la main en rajouter en intégrant une personne qui ne correspond pas aux critères logiques de ciblage, mais que je souhaite intégrer volontairement à mon événement. Je vais maintenant devoir indiquer à la solution ce que je souhaite faire de cette liste de personnes. Donc ici, je vais utiliser la fonction utiliser. Et ici, très simplement, je vais sélectionner l'événement auquel je souhaite inscrire l'ensemble de ces personnes, en l'occurrence, l'inauguration du lycée Didier Dora. Donc ici, je sélectionne ces personnes pour cet événement, et je vais souhaiter mettre l'ensemble de ces personnes à un statut invité. En faisant ça, d'une part, je mets à jour la fiche de l'événement que nous allons voir, mais d'autre part, je mets également à jour la fiche de chacune des personnes pour lesquelles je pourrais consulter le fait que ces personnes ont bien été invitées. Si vous vous rappelez la première partie de la démonstration, il y avait un onglet sur la fiche de Fabien Bellemare, événements. C'est sur cet onglet-là que vont s'incrémenter les événements auxquels les personnes sont invitées ou ont participé si l'événement est déjà passé. Donc ici, nous allons aller voir l'événement inauguration du lycée Didier Dora, qui est un événement qui a déjà été créé dans la solution. Donc ici, j'arrive sur une fiche de type événement. Je vais retrouver la date de l'événement. Je pourrais avoir éventuellement un nombre de places maximal. Je retrouve sa catégorie, son adresse. Et en partie inférieure, je retrouve une synthèse des inscriptions. Ici, je vois que j'ai au total 51 personnes invitées. L'événement ayant déjà été créé, en fait, ce qu'on a fait réellement, c'est qu'on a complété la liste des inscrits. Et je vois que l'invitation a été envoyée pour 17 personnes. Quand l'événement aura eu lieu, j'aurai derrière une analyse possible sur la participation. Et ici, je vois que au total, j'ai 12 personnes qui sont venues et qui ont intéressé.
9 personnes qui me font un retour plus négatif sur l'événement. Généralement, si l'événement se passe sur une journée, ce que vous voyez inscription, c'est ce que vous verrez avant le jour J. Ensuite, participation, c'est ce que vous verrez après le jour J. Là, on a les deux qui sont concomitants, ce qui n'est pas généralement le cas pour l'événement. Là, on sera dans le cas où l'événement est passé, et du coup, je vois les personnes qui étaient inscrites et je vois derrière le résultat de la participation. Pour finir, et laisser un petit peu de temps pour les questions, en 1 minute, on a également la possibilité de gérer la diffusion des invitations. Alors, la diffusion d'invitations par courrier va se faire simplement grâce à un modèle de fusion publipostage, et on va pouvoir directement dans l'application générer un publipostage à destination de tous les invités. On a également, pour des invitations par mail, la possibilité de générer un emailing en masse directement depuis la solution et en intégrant dans cet email un lien d'abonnement qui va permettre à la personne directement à réception de l'email de cliquer sur ce lien et ainsi de valider son inscription aussi bien sur la fiche événement que sur la fiche personne. Ici, par exemple, je retrouve mon inauguration du lycée Didier Dora. Et ici, je retrouve un exemple de message, qui est un message que je vais pouvoir diffuser à l'ensemble des personnes concernées, avec ici un lien direct pour s'inscrire à notre événement. J'en ai fini avec un petit passage, alors forcément très rapide de la solution. L'objectif était de vous montrer quelques écrans et de vous donner une idée un petit peu du mode de fonctionnement de l'application. Voilà, ce matin, il fallait vraiment qu'on concentre la démonstration sur les deux aspects, gestion des demandes et gestion protocolaire. La solution, vous l'avez compris, offre beaucoup plus de possibilités, mais faute de temps, on ne pouvait pas tout vous montrer ce matin. Donc, si vous avez des besoins qui n'ont pas été abordés ce matin, n'hésitez pas parce que la solution, il y a de très grandes chances qu'elle le fasse quand même, bien qu'Alexis ne voulait pas montrer ce matin. Maintenant, on me demande si la solution peut être commercialisée différemment en fonction des modules utilisés. En effet, on n'est pas rentré sur ces détails, mais la solution est composée de différents modules qui vont être composés du module de traitement des demandes, du module de gestion du protocole, mais également de la base de connaissances qu'on a vu tout à l'heure. Tous ces modules, en réalité, composent un seul logiciel, qui s'appelle Edil Collectivité, mais à travers différentes clés de licence, chaque client ne va acheter que les fonctionnalités qui l'intéressent et donc ne payer que pour les fonctionnalités qui l'intéressent. Donc on est vraiment sur une approche à la carte en fonction des besoins de chacun. Le logiciel prend-il en compte les demandes de type état civil? Oui, tout à fait. Là, on a fait un exemple sur un problème de voirie, mais la philosophie de l'outil est vraiment d'intégrer la totalité des demandes de la collectivité, quelle que soit la nature de la demande et quel que soit le canal. L'objectif final de tout ça est que si M. Bellemare vient samedi matin à l'hôtel de ville et nous dit où en sont mes problèmes, on puisse simplement en cliquant sur M. Bellemare voir l'ensemble des demandes qui ont été déposées, qui sont en cours et avoir une vision synthétique du niveau d'avancement des demandes. Donc on va vouloir avoir l'ensemble des demandes qui vont passer par la solution et qui, en fonction des services derrière, vont être diffusées automatiquement grâce à une interface dans des solutions métiers si vous avez une solution de gestion d'état civil avec la planification de rendez-vous, si vous avez naturellement des outils propres à la petite enfance, à la bibliothèque ou aux interventions. Mais l'idée est vraiment qu'au sein de la collectivité, on a naturellement différents services, chacun spécialisé en fonction de leur métier. Par contre, de l'autre côté, on a un citoyen qui, lui, est unique. On n'a pas un citoyen état civil, un citoyen voirie, un citoyen petite enfance. Donc, on va vouloir réconcilier l'ensemble de ces informations sur une fiche citoyen, même si, en interne, chacune des demandes va avoir un processus de traitement, un délai de traitement et puis des modalités différentes. On a une autre question sur le portail citoyen. On propose également un portail citoyen. Donc, le portail citoyen, c'est la partie visible qui va permettre aux citoyens de déposer une demande. En général, on accède au portail citoyen depuis le site internet de la collectivité en cliquant sur une rubrique qui va être Ma mairie 24/24 ou quelque chose comme ça, et depuis lequel on va accéder à des pages qui sont des pages gérées par Edil. Alors, d'un point de vue technique, est-ce qu'Edil gère l'ensemble de la couche de présentation et fournit une iframe qu'on va mettre sur le site, ou est-ce que simplement ce sont des web services qui alimentent un portail qui existerait déjà, mais pour lequel on va fournir l'ensemble des données? C'est quelque chose qui reste très libre, mais l'idée est que le citoyen
ici accède à son compte. Là, je suis Monsieur Ferdinand Bellemare, je suis le citoyen. Je vois l'historique de l'ensemble de mes demandes avec leur statut. Je vois éventuellement une synthèse de mes abonnements aux newsletters de la ville. Et je vais pouvoir surtout ici accéder à une bibliothèque de téléservices qui vont me permettre de signaler le fait que je souhaite, pendant mes vacances, je souhaite que la police municipale fasse des rondes. Et ici, je vais indiquer la première personne à prévenir en cas de problème, l'adresse de mes vacances, bref, l'ensemble des caractéristiques du formulaire qui va me permettre de demander une activité de la police municipale. Derrière, je vais enregistrer ce téléservice qui va automatiquement apparaître dans la solution des agents de la collectivité et qui vont pouvoir prendre en charge la demande. Avez-vous des exemples d'éditeurs avec lesquels vous êtes interfacé? Si oui, sur quel type d'interface? Est-ce par des web services? Sur les interfaces, la solution dispose d'un module propre qui s'appelle IDIL Data Synchro et qui va permettre à la solution de s'interfacer avec tout type de solutions et tout type de technologie. On a plusieurs centaines d'interfaces qui existent avec des solutions dédiées aux collectivités, mais aussi des solutions généralistes, des solutions comme les messageries, comme des outils de géomarketing, de géoreporting, des outils back-office. Donc notre engagement est plutôt un engagement technologique, c'est de dire qu'on est capable de réaliser des interfaces sur tout type de technologie, que ce soit de l'échange de fichiers, que ce soit du web service, de l'utilisation d'API. Et notre engagement est de dire qu'on maîtrise et on s'engage à maîtriser 100% des technologies. Ça veut dire que si l'interface est humainement envisageable, c'est-à-dire que ce n'est pas une application spécifique développée dans un coffre-fort totalement inaccessible, dans ces cas-là, personne ne pourra dialoguer avec la solution, mais si c'est techniquement envisageable, on saura le faire. Un slide qui illustre bien cette logique d'architecture va être celui-ci, sur lequel on voit l'ensemble des citoyens qui vont déposer des demandes à travers l'ensemble des canaux. Ces canaux, ça va être en discutant directement avec un élu, ça va être du SMS, du courrier, du fax. Et là, on retrouve notre portail web, notre portail citoyen, qui peut être soit un portail qui existe déjà au sein de la collectivité et avec lequel on va s'interfacer grâce à nos web services, soit un portail qui va être le portail livré par IDIL. Toutes ces informations vont se retrouver dans la base IDIL qui est située ici et vont derrière communiquer avec les différents services que vont être, ici on a la petite enfance, jeunesse et sport, environnement et ainsi de suite. On va retrouver ici l'ensemble des applications métiers. Alors ça peut être soit dialoguer avec une application métier, soit ça peut être fournir un accès dédié à un service qui n'a pas d'application dédiée. Ça, c'est vraiment le principe de se dire qu'il faut réconcilier un citoyen unique avec N services de la collectivité dédiés à chacune des problématiques. En complément, on parlait tout à l'heure du portail citoyen. Donc, on a également le pendant du portail, mais en version disponible pour les smartphones, donc la possibilité pour un citoyen d'indiquer des demandes. On a également une autre application sur smartphone, mais qui, elle, n'est plus dédiée aux citoyens, mais qui est dédiée aux responsables de la collectivité, au cabinet du maire, et grâce à laquelle je vais pouvoir accéder à une version très synthétique de l'application. Je vais voir l'ensemble des demandes récentes, l'ensemble des demandeurs, et l'objectif est vraiment de se dire que si le dimanche matin, un élu aperçoit Monsieur Bellemare et se dit « je sais qu'il est venu il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus pourquoi », pouvoir très rapidement aller jeter un œil sur la liste des demandes et voir exactement pourquoi il est venu voir et surtout où en est le traitement de sa demande, parce que naturellement, Monsieur Bellemare sera content d'avoir une réponse en direct à son souci. Surtout que Monsieur Bellemare est le représentant du conseil de quartier, comme on l'a vu tout à l'heure. Petite question, est-ce qu'on a des procédures d'épuration des données pour respecter les règles informatiques et liberté? La réponse est oui, tout simplement parce que c'est la loi, donc c'est obligatoire. On ne fait pas de l'épuration à proprement parler de données, on fait de l'anonymisation, c'est-à-dire qu'on va, à partir d'un certain niveau d'ancienneté, on va casser le lien qui existe entre la demande et le demandeur. L'objectif étant de garder toutes les informations qui concernent la demande, mais de ne plus être capable de l'associer à un citoyen. Et c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de faire de l'analyse dans la durée de l'ensemble des demandes et de voir l'évolution des catégories de demandes, des localisations. Donc il ne faut pas perdre cette information qui est précieuse. Par contre, en effet, pour être en conformité avec la CNIL, on va dissocier cette demande au bout d'un certain temps de l'identité du demandeur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir commencé la journée avec nous. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt.